Bonjour à tous, c'est ma vidéo annuelle traditionnelle de vœux. Alors, sans attendre, regardez comme il fait beau ce matin, et même pas trop froid. Sans attendre, il doit être 9 heures du matin, le soleil se lève, nous sommes le 1er janvier 2020, et oui, nouvelle décennie. La vache 2020, déjà je pensais qu'on allait être dans l'espace en 2000, en 2020, bref, pour moi ça allait être Star Wars, mais non, en fait, on est juste dans un monde où on ne sait plus ce qu'une femme ou ce qu'est un homme. Donc sans attendre, je voulais vous souhaiter à tous tous mes vœux. En fait, effectivement, pour une bonne santé d'abord, pour du bonheur, de l'amour et si possible de la prospérité, mais ça on verra, ça va être moins facile. Oui, 2020, nouvelle décennie. Alors, je ne vais pas vous cacher que moi j'ai l'impression que les, 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 les choses sont mûres, les choses sont prêtes, comme je l'avais prévu. En fait, pour être précis, vous savez, on est en train de rééditer Survivre à l'effondrement économique, Rue Barbare, tous mes livres en fait, parce que pour la petite histoire, mon éditeur est mort en juin. Il est physiquement mort, il est décédé. Et en fait, dans le processus de sa mort, on va dire, un peu avant et un peu après, il y a eu un bordel énorme dans la petite micro-société qu'il a créée, qu'il a gérée et qu'il a tuée. Et dans les deux sens du terme, hein, dans tous les sens, vous pouvez conjuguer ça comme vous voulez. Et en fait, la société a dû être liquidée et malheureusement, il y a eu une ardoise terrible pour moi, 50 000 euros qui me devaient, mais bon, c'est comme ça. Et puis aussi pour d'autres auteurs qui malheureusement ne seront jamais payés malgré la liquidation. Et simplement, nous devons attendre que cette société soit liquidée, ce qui en France, vous vous rendez compte, dans ce pays de liberté, de simplicité bureaucratique, eh bien, prend du temps. Eh bien, c'est presque fait. Et on est dans les starting blocks, on a recréé une société qui va rééditer tous ces livres normalement et d'autres. Donc, bientôt, bientôt, bientôt. Et donc, dans ce processus, pour pas rééditer simplement le même livre, alors déjà, je suis super énervé parce que ça fait 6 mois que je n'ai vendu aucun livre en français, c'est quand même mon premier marché, c'est pas tellement pour l'argent, mais c'est surtout parce que je crois qu'il y a une demande très forte et que ces livres qui nous apprennent un petit peu à évaluer les risques et à s'y préparer sont très importants dans le monde d'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Alors, j'écris en ce moment justement des chapitres supplémentaires, des mises à jour, que je ne vais pas mettre dans le texte, mais que je vais ajouter à Survivre, donc on va appeler Survivre à l'effondrement économique 2020, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si on change le titre, mais en tout cas cette idiotie d'édition de combat, on va arrêter, c'était pas mon idée, hein, mais c'est très con, mais c'est pas toujours l'auteur qui décide, ni des couvertures, ni des titres des livres. Alors les titres en français, je les ai tous décidés, mais édition de combat, j'ai trouvé que c'était pas habile. Bref, mais peu importe, c'est fait, on passe à autre chose. Alors, dans ces nouveaux chapitres, j'écris un petit peu ce qui s'est passé depuis que le premier livre est sorti, et puis certainement depuis que je réfléchis à ces problématiques d'effondrement et de survie, c'est-à-dire depuis 2005. Donc vous voyez, les collapsologues, ils sont en train de me rattraper, c'est très bien. Je leur souhaite de me rattraper encore plus vite, mais ils sont pas encore dans les solutions concrètes. Et je leur souhaite d'y arriver vite parce que ça va chauffer là. Et donc, euh, je regarde un petit peu là où j'ai eu raison, là où je me suis trompé, toujours en tenant d'esprit que dans l'analyse, à partir du moment où on analyse le futur, on est par définition toujours dans l'option de se tromper, donc on essaye de peaufiner. Alors mon style n'est pas un style mesuré, avec des probabilités, avec des trucs très scientifiques. D'ailleurs, c'est un style qui est probablement meilleur que le mien, et d'ailleurs, si vous voulez des très bonnes analyses, allez voir la chaîne de Michel Drac. Ne vous en faites pas, il va bien, il reviendra bientôt. Et donc, c'est très très bien. Moi, en fait, l'analyse, pour moi, est un prétexte de vous amener à des solutions. D'un point de vue didactique, dialectique et rhétorique. C'est pour vous amener à des solutions. Les solutions sont que, peu importe ce qu'il arrive, peu importe quand ça arrive, la préparation se fait en plusieurs étapes, en plusieurs niveaux. C'est des attitudes à mettre en place, des états d'esprit, des outils, des formations, des mises en place. Alors ensuite, il y a des stratégies qui vous amènent plutôt, par exemple, dans le concept de base autonome durable, qui est celui de vous enraciner, d'avoir un endroit où vous pouvez bâtir une vie peut-être plus simple, avec moins de consommation, plus naturelle, avec
avec plus d'autonomie, d'autosuffisance pour votre production d'eau, de nourriture, votre santé, l'énergie, les compétences et les savoirs, la défense et le lien social, donc tous les 7 points qui constituent une base autonome durable, mais d'autres stratégies peuvent être, bon, il peut aussi y avoir l'hédonisme, je veux dire, foutu pour foutu, autant s'amuser, bon, très bien. Il peut y avoir aussi, c'est ce que font beaucoup de boomers qui n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire ils sont en vacances, ils font des croisières, tout ça, très bien, que grand bien leur fasse, après on verra bien. Et d'autres stratégies peuvent être, non, moi je veux être voilà, dans la politique et changer le monde. Moi, je crois que c'est trop tard, on n'y arrivera pas. De toute façon, le monde va changer parce qu'on retrouve, il y a l'éternel retour du concret, comme disait Lénine, mais peut-être le retour du réel, comme disait Nietzsche, va nous rattraper tôt ou tard. Et l'anthropologie de base de l'être humain va nous mordre les fesses conjointement à la réalité qui, elle aussi, a des dents acérées. Mais bien sûr, à moins que nous arrivions vers 2030-2040 à un niveau de transhumanisme tel, mais j'y crois pas trop, qu'une partie des êtres humains, en fait, évolue par la cybernétique à autre chose, ou alors que les intelligences artificielles prennent le contrôle à la Terminator, à la Skynet, et finalement on passe à une autre forme de vie, et que les formes de vie biologiques soient considérées comme nous aujourd'hui nous considérons les singes dans un zoo, c'est-à-dire des choses finalement pas très intéressantes. Et encore, les singes, au moins, ils sont sympas, ils te jettent leur caca à la figure, tandis que j'aurais pu prendre comme exemple les lapins, qui, dans les zoos, ne servent pas à grand-chose. Bref, à faire de la fourrure de lapin. Sinon, donc dans ce chapitre, dans ces nouveaux chapitres, j'essaie d'expliquer là où j'ai eu raison, là où j'ai eu tort. Alors, d'abord sur le timing. Le timing, vous savez, dans le premier livre, dans Survivre à l'effondrement économique, j'avais dit que la phase essentiellement la plus haut risque commence en 2020. Et je crois que j'ai utilisé le terme en disant, à mon avis, l'effondrement il va arriver à partir de 2020, ça devient excessivement important. Et puis, je crois que dans des vidéos juste après, j'ai dit, voilà, à mon sens, le moment à risque, le moment où le risque commence à devenir le plus fort, c'est entre 2020 et 2022. Et sous-entendu, après, ça accélère encore plus. Mais au fond, j'ai écrit ça parce qu'en fait, c'est une astuce de marketing. C'est parce qu'il faut, si vous ne mettez pas une date, les gens ne se préparent pas, les gens ne bougent pas. Donc il faut dire c'est bientôt. Et si vous dites c'est demain, votre livre, il n'a pas le temps de se propager. Donc si vous dites c'est en 2050, les gens ils foutent rien. Donc en 2011, j'ai dit 2020, 2020-2022. Dans le livre américain, j'ai rajouté entre 2020 et 2022, dans le livre anglais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bah, ça veut dire que c'est pas que le 27 août 2021, tout s'effondre, et puis il n'y a plus de gouvernement nulle part, et puis c'est la guerre, et non, l'effondrement il a déjà eu lieu, et en fait, quand on regarde avec du recul, l'effondrement il a commencé dans les années 80, fin des années 70, et puis ça se va par étapes, comme Dimitri Orlov l'écrit dans le livre Les 5 stades de l'effondrement, il y a différentes catégories d'effondrement, il y a des effondrements moraux, il y a des effondrements financiers, il y a des effondrements politiques, il y a des effondrements d'infrastructures, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit que dans beaucoup de... Alors il faudrait évidemment analyser pays par pays, même région par région, ville par ville, mais on voit dans l'ensemble qu'en Occident, on va rester dans l'Occident, nous voyons qu'il y a des effondrements économiques, financiers, moraux qui sont actés, qui ont eu lieu. Et aujourd'hui, il n'y a plus de famille, on sait plus ce qu'est un homme et une femme. Enfin, on sait, mais dans la culture, c'est devenu dans la culture officielle. Et en fait, on se rend compte que là où, par exemple, les pays de l'Est et l'ex-Union soviétique, la Russie, sont partis vers un monde de liberté, de libre concurrence et de marché, et de bon sens traditionnel, on va dire, humain, eh bien, en Occident, nous sommes partis vers l'inhumain, le bolchevisme, la bureaucratie, et qui sont des recettes de destruction. Donc, va-t-il y avoir des réactions à ces chamboulements avant? On voit aujourd'hui que de toute façon, il y a une collusion entre des grands groupes d'entreprises, les États, moins que ceux-ci ne soient contrôlés par eux. En tout cas, ces groupes sont tous contrôlés par les mêmes quelques, on va dire, 10 000 personnes très très riches dans le monde qui dirigent l'essentiel du monde aujourd'hui, qui ont une idéologie à peu près pareille. Ils ne sont pas tous forcément dans le même... je parle de l'Occident, ils ne sont pas tous forcément dans la même idéologie eschatologique, religieuse, même idéologie économique.
Mais en gros, ils ont des collusions et souvent ils vont dans le même sens. C'est-à-dire que clairement le mondialisme, ils sont tous d'accord. Clairement, la mise en esclavage des populations, ils sont à peu près tous d'accord. Alors il y en a parce qu'ils attendent le Messie et la fin du monde, parce que c'est des fous scatologiques, quoi. D'autres, c'est parce que ils veulent juste accumuler encore plus de richesses et que cette richesse c'est presque est devenue cette accumulation de richesses pour eux est devenue une pathopsychologie euh, qui les bouffe, mais bon, le mal qu'ils font dans le monde est réel, et d'autres, c'est simplement parce que c'est la règle du jeu, puis ils se disent, bah voilà, je suis bon, j'ai des idées, et puis vous savez, on a tous cette envie de projeter, cette volonté de pouvoir, comme disait, je crois, Freud, on a tous cette volonté d'imposer notre vision du monde aux autres si on peut. Enfin, les gens pas très mûrs. Bon, les enfants, voilà, ils font du bruit. Et bref, cette, euh, cette domination, on la sent de plus en plus, on se sent par la censure. Je viens d'être censuré sur Facebook pour avoir partagé il y a 2 mois une citation d'Alain Soral. Et la raison, c'est apologie du terrorisme. Donc je vous apprends que citer quelqu'un sans forcément partager sa citation, en l'occurrence je la partageais, mais c'est si cette personne elle a une étiquette qu'on a décidé comme ça arbitrairement terroriste, et bien voilà. Alors qui décide? Je pense que c'est les gens qui n'aiment pas Alain Soral, je vous laisse savoir qui c'est. Bref, c'est absurde. Donc nous sommes en train en Occident de devenir l'Union soviétique, et l'Union soviétique est en train de devenir le monde de la liberté. Ce qui va se passer, c'est que la plupart des Occidentaux vont, option 1, se battre, et là ça crée le bordel, ça crée des guerres civiles, ça crée le bordel. Option 2, ils vont partir dans d'autres pays où là, ils vont amener leur savoir-faire, leurs compétences, leur OQI et leur structure anthropologique fondamentale et recréer un monde qui fonctionne. Et comme ils seront encadrés par des sociétés beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus structurantes et beaucoup plus libres, en fait, je crois, et je ne pensais pas ça il y a 10 ans, donc là on va dire que c'est une erreur, je pense que ceux qui sont partis en Russie, en Asie peut-être, eh ben, vont recréer, et je pense que d'ailleurs nous autres Européens allons recréer des zones, alors pas forcément des nations entières, ou pas forcément des continents, mais je pense que comme nous sommes grands remplacés dans pas mal de pays, ceux qui vont partir vont recréer les foyers qui vont recréer l'Europe, mais ailleurs. Alors ce sera des parties des États-Unis, ce sera des parties d'Amérique latine. Pensez à l'Argentine, le Chili, qui sont pratiquement que peuplés d'Européens. Paraguay, Uruguay. Pensez à la Russie, une partie de la Russie, pensez à une partie de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie. Ce sont des pays qui sont préservés encore du multilatéralisme qui détruit tout, qui va tout détruire, parce que vous importez par le multiculturalisme, vous importez tous les conflits du monde, vous importez aussi toutes les inégalités du monde. Parce qu'il y a des inégalités naturelles, et c'est comme ça, et elles sont entre ethnies, mais aussi à l'intérieur des ethnies, et vous importez tous les conflits, ce qui, au bout d'un moment, amène des stress, des éléments stresseurs sur les structures, sur les infrastructures, sur les économies, sur les mentalités, qui fait qu'à un moment, d'une manière ou d'une autre, ça éclate. Alors, est-ce que ça éclatera tout le même jour? Non. Ça éclatera, par exemple, un truc que je ne pensais pas il y a 10 ans, enfin, je pensais que les États-Unis allaient éclater en différentes régions. Je vois que récemment est sorti un livre qui s'appelle euh, Les États désunis d'Amérique, qui reprend certaines des thèses qui étaient à la source les mêmes de ma réflexion, qui avaient été, par exemple, The Nine Nations of North America, des livres comme ça, ou le Rise and Fall of Great Nations de Peter Kennedy, qui montraient que les États-Unis étaient destinés à terme de se briser et de se fractionner parce qu'il y avait des forces centrifuges très différentes d'une région à l'autre, des urbains, des campagnards, etc. Le problème, c'est que là où il y a 10 ans, je pensais que ça allait se faire naturellement, c'est-à-dire basé sur des intérêts économiques, je vois qu'aujourd'hui, c'est en fait sur des intérêts, et peut-être j'ai manqué de finesse dans mon analyse à l'époque. Aujourd'hui, je sens que les États-Unis sont en train de partir en vrille d'un point de vue même sociétal, avec des risques de guerre civile, mais de vraies guerres civiles violentes, avec des extrémistes d'extrême gauche qui vont commencer à aller flinguer des politiciens, des gens comme ça. Et donc, là, nous avons des réactions qui vont se mettre en place. Vous allez avoir alors, je vous le dis tout de suite, Trump va être réélu. Mais c'est la dernière fois qu'un candidat blanc et de droite, en guillemets, hein, enfin, en tout cas non bolchevique, va être élu. Parce que démographiquement, c'est fini. Démographiquement, donc 2020, ce sera 2024.
il n'y aura plus assez à moins que les Afro-Américains, les Latinos votent pour celui qui se présentera après Trump, et à moins que Trump n'ait pas mis en place des solutions, et je crois plus, je crois que c'est pas possible, des solutions radicales pour inverser la démographie d'immigration aux États-Unis, faire des murs, et expulser des millions de gens, ce que je ne vois pas venir, en tout cas pas dans la situation actuelle, à moins justement qu'entre 2020 et 2024, il y ait un effondrement gravissime, ce qui est possible. Et en plus, condition non suffisante, et qu'en plus il y ait une force de l'État qui expulse une partie des gens, et en plus que la démocratie reste, parce que sinon on aurait éventuellement un troisième mandat Trump, ce serait assez rigolo, ça ferait bien chier les trucs. Enfin, il est âgé hein, quand même, le monsieur. Bref, nous avons un risque que les États-Unis deviennent une république bananière du tiers-monde. Alors, république bananière, ils y sont déjà. Tiers-monde, c'est en cours. Vous voyez San Francisco, comme ça a changé. Moi, je me souviens de San Francisco comme une ville, certes, assez libérale, sympa, où il y avait des clubs homosexuels assez rigolos, des gens qui prenaient des drogues un peu partout. Bon, il y avait des clochards. Mais maintenant, c'est devenu la foire au miracle, San Francisco. Je veux dire, moi, je connais des entreprises. J'avais bossé pour Salesforce, dont le siège était en centre-ville. Les mecs, ils ont déménagé. Hein. Alors, en douce, ils me disent oui, oui, parce qu'on a besoin de plus de place. Ça, c'est la version officielle. Mais en réalité, c'est parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux d'habiter. Des employés valent cher. On investit dans nos employés, on ne veut pas qu'ils se fassent agresser, tuer, violer en allant au boulot le matin ou en repartant le soir. Non, non, c'est pas possible. Donc ils ont déménagé, ils ont un nouveau campus plus bas dans la vallée, là où ça bosse, quoi. Il n'y a pas c'est pas la foire au miracle, quoi. Avec des gens qui font caca par terre, et c'est abominable hein, au San Francisco. Et, voyez, et de plus en plus, je vous le dis, dire ce genre de choses, décrire la réalité, avec plus ou moins de provocation, plus ou moins d'humour, de toute façon, on va être censuré. J'ai été censuré sur Facebook, on va être censuré de plus en plus sur YouTube, parce que nous sommes en train de rentrer dans une ère qui ressemble à 1984 d'Orwell. Si vous n'avez pas lu ce livre fondamental, qu'est-ce que vous avez foutu ces dernières années, qu'est-ce que vous avez foutu toute votre vie, il faut lire ce livre, et bien le relire. Et quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que la situation que décrite dans 1984, c'est pas une situation récente, c'est une situation qui date depuis de milliers d'années. Et donc c'est vrai que lorsque la dictature technologique se met en place, à partir du moment où il y a des ressources, on va y venir, ça ne va pas être le cas, mais si les ressources sont abondantes pendant longtemps, cette technologie, ce bolchevisme numérique et cette dictature qui ne sera plus molle, hein, sera dure, elle peut durer très longtemps, et donc tout cela implique, c'est que dès à présent, vous savez, il y a quelques années, je vous ai dit, c'est le moment de parler autour de vous. Je pense que c'est toujours le cas, il faut essayer de convaincre les gens autour de nous, de dire, regardez, pas en leur disant, rejoins-moi dans le côté obscur, enfin, ou l'inverse, parce que le côté obscur, c'est la société qui est en place aujourd'hui. J'en suis presque à devenir un mystique chrétien, moi, avec ces histoires de monde. Enfin, non, la réponse est non, je ne le suis pas, mais il y a un satanisme symbolique dans la société actuelle qui est juste flagrant, évident. Et mes amis chrétiens, avec qui je suis de plus en plus proche, eux voient ça avec une forme de sérénité et fatalisme en disant mais c'est dans les prophéties. Alors moi je ne suis pas dans ce trip-là, mais pour l'instant je constate que putain, il y a des cohérences quoi, dans cette chose-là. Alors bon, on va rester dans le matérialisme, dans ce qui me concerne, en tout cas dans ma communication avec vous, mais nous allons tous être censurés de plus en plus. Alors moi j'ai annoncé que je pars il me reste 2 ans. 2 ans, je dois sortir pas mal de livres, etc. Après, je ferai d'autres choses, mais vous serez au courant de ce que je vais faire après ces 2 ans. Mais en tout cas, je vais cesser ma communication parce qu'il va falloir aussi passer sous la ligne de flottaison, parce que nous allons être, comme en Union soviétique, toute personne qui pense mal va finir dans un asile psychiatrique, au goulag, et puis bientôt, ce sera physique. La répression sera physique. Aujourd'hui, il y a plein de milices, des milices terroristes hein, qui font le travail de cette idéologie, qui elles sont protégées par... elles sont aussi ethniques, hein, ces milices, et religieuses parfois. Elles font le travail de l'oligarchie sans être inquiétées, alors que si vous avez juste l'opinion... Ah oui, j'ai été banni de Facebook pour avoir félicité Génération Identitaire de m'être scandalisé du fait que Génération Identitaire, juste pour avoir essayé d'empêcher de l'immigration illégale, s'était fait condamner alors que vous avez des djihadistes meurtriers qui ont décapité les gens, que le même État français qui condamne Génération Identitaire pour éviter l'immigration clandestine, illégale, eh bien le même État essaye de faire revenir
pour gracier, enfin en fait c'est pour les faire agir sur le territoire français. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, si vous n'avez pas compris que les États, les extrémistes djihadistes, autres, les antifas, etc., ce sont tous les mêmes instruments de l'oligarchie pour nous mettre tous en esclavage, c'est que vous avez raté le film. Alors il y a 10 ans, quand moi et certainement d'autres le disaient, Pierre Hillard par exemple, lui le disait bien avant moi, d'ailleurs c'est l'un de ceux qui m'a ouvert l'esprit à ces choses-là. Euh, eh bien, à l'époque, ça paraissait bizarre, mais aujourd'hui, c'est évident. Aujourd'hui, j'ai des chauffeurs de taxi, quand je voyage, qui, avant même que j'ai le temps d'expliquer ce qui je suis, ce que je fais, qui me racontent des histoires tout à fait réelles et qui ont tout compris. Les gens commencent à comprendre. C'est pour ça que le jour où les cluses, les écluses, qui maintiennent encore la morale et la soumission des masses vont péter, soit parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo, et on commence à le voir avec le mouvement des Gilets jaunes, on commence à voir aux États-Unis avec des tensions terribles dans la rue. Là, en ce moment, ça chauffe en Virginie à propos de la confiscation éventuelle des armes, etc. Eh bien, le jour où ces écluses éclatent, pètent, ces digues tombent, putain, mais ça va chier. Il y aura des gens, et évidemment, nous autres survivalistes, nous cessions d'éviter aussi cela, mais il y aura des gens qui vont en avoir plein le cul, qui vont sortir dans la rue et qui vont aller se venger d'années d'humiliation. Et là, je veux dire, il fera pas bon être un immigré et il fera pas bon être un gauchiste. Alors, nous autres survivalistes, a priori, nous ne sommes pas dans ce trip, parce que nous ne sommes pas dans l'idée de ah putain, j'ai envie de me venger. Non, nous sommes dans l'idée, ok, on va se préparer aux conséquences de ce bordel, mais aussi on essaye, et c'est ma stratégie, de se retirer du monde dans lequel ce bordel risque d'être très dangereux pour nous, pour nos familles, pour nos amis, et donc de nous sortir un petit peu, de nous mettre en retrait. Alors on pourrait dire, vous voulez pas vous battre, vous êtes lâche. Oui, mais moi je veux pas me battre contre une digue qui casse. Moi je vais être dans une hauteur et attendre que les eaux s'en aillent, pour ensuite éventuellement, si j'ai envie, si je peux, redescendre et voir un peu ce qui reste. Mais vous ne luttez pas contre un tsunami, vous ne luttez pas contre une digue qui casse, vous ne vous mettez pas comme ça en disant moi je vais y arriver tout seul avec moi et mon flingue. Non, 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 non. Alors après, est-ce que c'est lâche, est-ce que c'est quoi? Mais en tout cas, c'est pas inconscient. C'est pas irraisonné, c'est pas futile. Donc, à vous de voir, encore une fois, faites ce que vous voulez. Moi, je n'encourage pas la violence, mais je n'encourage pas non plus à faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire d'être un pacifiste qui s'en va dans les montagnes et qui. Je ne suis pas non-violent, mais je suis un pacifiste. Et donc, faites ce que vous voulez. Et donc, je suis en train de réécrire ce chapitre pour ces chapitres, enfin, d'écrire ces nouveaux chapitres. Alors, j'hésite encore, ils ne sont pas finis, j'hésite encore à quel niveau de provoque je veux mettre dedans, mais certainement là où là où j'ai vu juste et là où je me suis trompé, en tout cas, vu juste, c'est la tendance. La tendance, nous y sommes. Alors ensuite, franchement, j'aurais pensé que nous serions plantés avant. Alors, j'en discutais très récemment avec Gérard Celente, je vais voir si la discussion que j'ai eue avec lui peut être mise sous forme d'une interview dans ces nouveaux chapitres, parce qu'on s'entend bien, il est accro à des biscuits italiens que je lui envoie régulièrement, il est super, c'est un type super charmant, et donc lui me disait, mais tu sais, ça s'est pas arrivé parce qu'il y a des quantitative easing qu'on pensait impossibles, puisqu'on a créé des dizaines de trilliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars, des dizaines de milliers de milliards de dollars, pardon, qui ont été injectés dans les systèmes boursiers et dans l'économie pour donner l'illusion que tout continue à aller bien, alors que les économies, en fait, on sent bien qu'on est sur la phase de plateau qui avant la chute. Et en plus, on a inventé alors qu'on pensait que c'est quantitative easing infini qui continue et qui vont continuer. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il va y avoir une crise financière en fait en 2020. Peut-être 2021, mais pas 2020. Je pense que 2020, ça va continuer comme 2019. En tout cas, financièrement, à moins d'un choc, il y a toujours le risque de la guerre avec l'Iran. Vous savez, ces derniers jours, les États-Unis ont déployé en fait la brigade aéroportée, qui en fait le fer de lance des activités militaires américaines au Koweït. Alors, à mon avis, c'est du bluff, c'est un exercice. À mon avis, il n'y aura pas de guerre avec l'Iran. Mais si ça devait arriver, là, ça casse complètement la dynamique du calme avant la tempête. Là, la tempête, elle se déclenche parce qu'une guerre avec l'Iran fait monter les prix du pétrole. Enfin, je suis allé trop vite. Je reviens à mon histoire de finance. Si vous faites des quantitative easing et vous injectez des dizaines de milliers de milliards dans l'économie en 10 ans, vous allez avoir de l'hyperinflation. Or, il n'y a pas cette hyperinflation. Donc, ça veut dire que cet argent, il ne ruisselle pas vers la population. D'ailleurs, on voit bien, la population
partout, elle tire la langue, c'est de plus en plus dur. Alors les frigos ne sont pas encore totalement vides, mais on s'y approche. On s'y approche, peut-être dans 3-4 ans, on y est. En plus, vous allez réavoir les mêmes politiciens qui vont être réélus parce qu'il y aura toujours le spectre de l'extrême droite, voire de l'extrême gauche, alors que par exemple en France, ce qui est considéré extrême droite, c'est un parti de centre-gauche. Ils sont de gauche. Ils sont même limite encore immigrationnistes. Donc, non, le système politique ne changera pas, donc les frustrations vont augmenter, et tôt ou tard, ça va péter. Et est-ce que ça va péter en guerre horizontale où on va mettre les pauvres les uns contre les autres? Possible. Pendant que l'oligarchie, elle se retire, elle se protège. Je ne sais pas, en tout cas, elle joue un jeu très, très risqué. Ensuite, il y a eu, donc, toujours dans la finance, les taux d'intérêt négatifs, qui sont une innovation à laquelle personne n'avait pensé, qui rendent en fait la dette utile. Parce que si tu reçois, si chaque fois que tu t'endettes de 100 milliards à moins 1% de taux d'intérêt, chaque année, tu gagnes 1 milliard. Donc en fait, tu as intérêt à t'endetter. Et c'est absurde. C'est absurde sur le concept même de ce que veut dire l'argent. Et donc, ça ne va pas pouvoir durer. Alors, regardez la vidéo récente avec Charles Sana que j'ai fait. C'est pas une vidéo, c'est un enregistrement audio. La vidéo marchait pas ce jour-là. Et allez voir dans ma liste des vidéos YouTube, il y a peut-être un mois et demi, vous avez une vidéo très intéressante avec Charles Sana sur l'effet des taux d'intérêt négatifs. Donc vous avez l'argent qui se rue aux États-Unis où il y a encore des taux positifs, dans les régions émergentes où il y a encore des taux positifs et où il y a encore des activités économiques. L'argent, il se réfugie dans l'immobilier. Alors, choisissez bien parce que c'est pas dit que ça va durer longtemps. Et puis, dans les métaux précieux, l'or a fait 18% cette année. Je pense que c'est le moment, si vous n'y êtes pas encore, d'acheter peut-être 5 à 10% de votre fortune et de la placer en lingots d'or physique que vous planquez de manière sécurisée dans un endroit où seul vous êtes au courant. Et puis, en plus de toute la préparation, les outils, les armes, la formation, les compétences, etc. Et puis j'oublie, voilà, il n'y a pas. Et puis, bien sûr, il y a la bourse. Les gens vont dans la bourse. Enfin, moi pas, mais la plupart des gens vont dans la bourse parce que c'est le seul endroit où vous pouvez avoir une rémunération, un gain en capital, mais aussi une rémunération sur des sociétés comme, voilà, en France, vous avez Air Liquide qui redistribue des dividendes. En Suisse, vous avez Nestlé, Roche et d'autres. Euh, voilà, et donc en attendant, c'est l'endroit où on part. Mais tout ça peut disparaître très vite. S'il y a une guerre avec l'Iran, si le pétrole monte, l'économie, elle fait un coup de frein total et c'est une récession qui s'aggrave. D'autant que nous sommes en fait aujourd'hui dans un monde où certes, on annonce une croissance de 2% aux États-Unis, etc. C'est possible. Il y a eu aussi l'effet des pétroles de schiste, qui sont un effet temporaire que j'avais mentionné dans mon livre il y a 10 ans, en disant c'est possible que ça nous fasse gagner un peu de temps. La réponse, c'est que ça nous a fait gagner 10 ans. Mais aujourd'hui, nous avons passé le pic pétrolier des gaz, des pétroles non conventionnels, et donc nous sommes dans une phase de décroissance. Je crois que ils sont en train la plupart des gisements perdent 30% par année, 30% de productivité par année. Donc ils sont en train d'essayer de compenser ça en ouvrant des nouveaux puits un peu partout. Et les découvertes restent faibles. Alors vous avez toujours des effets de manchette que certains d'entre vous m'envoient tout le temps en disant ah oui, t'as vu en Australie on a trouvé 1 milliard de barils, 1 milliard de barils. Alors d'abord ce sont des réserves, on ne sait pas si c'est vrai, mais en plus 1 milliard de barils ou même 3 milliards de barils, c'est que dalle, c'est quelques mois de consommation. Et puis il faudra des années pour les mettre en place. Et encore une fois, ce que j'avais écrit dans ce livre, nous n'allons pas arriver vers la fin du pétrole, nous allons vers la fin du pétrole bon marché qui peut amener une décroissance économique plus ou moins rapide, plus ou moins violente, plus ou moins même modérée, et les prix qui suivent. Parce que s'il y a décroissance, ben, il n'y a pas montée des prix. Donc on peut très bien avoir une production de pétrole et des réserves qui s'épuisent avec une économie qui baisse doucement. Moi je pense qu'on va aller plutôt vers des chutes, parce que nous sommes 8 putains de milliards. Entre le moment où j'ai écrit mon premier livre, Survivre, et d'ailleurs c'est la phrase avec laquelle je vais commencer ce nouveau chapitre, et maintenant, il y a eu 1 milliard de putains d'enculés à bas QI de niveau en plus. Alors c'est pas vrai, il y a aussi des Indiens, et les Indiens, ils sont pas tous à bas niveau. Mais putain, on a ajouté 1 milliard de mecs en plus, et de nanas, en 10 ans. Alors aujourd'hui, ils sont tous enfants, ces gens-là, mais putain, bientôt ils seront adultes et bientôt ils vont voter. Et ils vont pas voter à droite, hein. Ils vont pas voter pour la liberté, ils vont pas voter anarchie, ils vont voter socialiste pour avoir des trucs gratos. Des trucs gratos, c'est ça que veulent les socialistes. Les gauchistes, ils veulent des machins, ils veulent des trucs gratos sans avoir rien à faire, en espérant que quelqu'un va payer. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien pour payer. Il n'y aura pas les énergies, il n'y a pas les ressources, donc c'est fini.
Alors, est-ce qu'on va arriver à 9 milliards en 2028? Parce que ça s'accélère, parce que en fait, il n'y a pas autant de morts pour l'instant. Ou est-ce que cette décennie, c'est la fin? Et moi, je crois que cette décennie, c'est la fin. Et c'est aussi pour ça que je vais m'en aller en 2022. C'est parce que à partir de 2022, je vais essayer d'être un petit peu discret, en retrait. On va commencer à. Et puis, il va falloir être en dessous de la ligne de flottaison parce que la dictature, là, elle devient chaude. Hein. Euh, vous croyez que ça va rester juste en ligne? Non, non. Aujourd'hui, ils commencent à éliminer les comptes en banque des gens qu'ils n'aiment pas. Bientôt, ça va être on vous refuse les soins médicaux. Ah oui, parce que vous êtes un facho, donc pas de soins médicaux. Et de toute façon, l'étiquette de facho, on la met à tout le monde. Moi, je suis anarchiste et j'entends des gens qui disent oui, il est facho. C'est un contresens, mais c'est pas grave. C'est comme ça, ça va. En Union soviétique, ils vous mettaient dans des asiles quand vous étiez dissident, ils vous mettaient quand vous étiez contre la pensée euh, du fait que c'était le paradis des travailleurs, alors qu'à l'évidence c'était le bordel, il n'y avait pas à bouffer, c'était n'importe quoi. Eh bien, ce qui est toujours le cas dans le socialisme, ça finit toujours dans le bordel et dans le n'importe quoi, dans les pénuries, dans les gens qui foutent rien. Ça marche jamais, ça marche jamais. Et donc, ceux qui disent oui, mais là ça marche pas, les gens, ah, t'es fou parce que t'es contraire au dogme. Donc, alors à l'époque, on vous brûlait au pieu, ou dans certains pays, on vous décapite. Mais en Union soviétique, c'était soit le goulag, soit l'asile psychiatrique. Et chez nous, ça va être interdit de compte en banque, interdit de. Moi, je suis interdit de compte en banque en France, faut le savoir. Chez. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, vous êtes interdit de PayPal, interdit d'eBay, interdit de soins, interdit de logement. Je veux dire, on va vous tuer en fait, d'une manière soft. Donc, ça va pousser certains gens à la violence. Alors après, la réalité, c'est qu'en fait, ce système est un tigre de papier, parce qu'il n'a plus de force. Alors certes, les Gilets jaunes ont vu ce que ça veut dire une force de répression qui est bien plus violente en France, par exemple en France, que, par exemple, les répressions qu'il y a eu à Hong Kong en Chine, qui n'ont aucune commune mesure avec ce qui s'est passé en France. En France, c'est beaucoup plus violent. La France est beaucoup plus une dictature que la République populaire chinoise. C'est ça qui est hallucinant aujourd'hui. Et je sais que vous allez dire, non, mais quand même, mais compare le nombre de morts, compare le nombre de blessés, compare la répression. Ça n'a rien à voir. Eh bien, si chaque gilet jaune avait un fusil, c'est fini. Il n'y a pas de force de l'ordre en face. Ou alors ils sont obligés d'y aller au napalm. Mais après, après c'est autre chose. Mais vous savez, les États, ils ont beaucoup de force sur un peu de gens, pas préparés et qui n'ont pas les moyens qui vont avec. Mais le jour où, et ça viendra parce que la révolte, elle prendra d'autres formes. Et encore une fois, je n'appelle pas à la violence du tout. Mais elle sera inévitable et je vais la constater, on va la constater. On n'aura même pas le droit de le constater de toute façon. Quand il y aura des gens qui vont aller flinguer des préfets et des politiciens et des députés. Et vous savez, le garde du corps, fusil de chasse à calibre 12 à la 00, je veux dire, à 10 mètres, tu te fais le garde du corps et le mec, et il n'y a pas de. Ça va être une boucherie le jour où ça va commencer. Et ça va commencer. D'abord, ça va être tout ce qui va être séditieux, c'est-à-dire péter les radars, casser les infrastructures, casser le matériel, péter les vitres des préfectures, des mairies. Tout ça, ça va arriver. Encore une fois, je n'incite personne à le faire. Je n'incite personne à le faire, je le répète. Mais ça va arriver, c'est comme ça, c'est inévitable. Et puis, il va y avoir des empoisonnements, il va y avoir des colis piégés, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver parce que les gens vont être énervés et ils vont s'énerver de plus en plus. Et donc, face à ça, l'État est démuni. Il n'y a que 200 000 hommes en France pour une population de 66 millions ou 67 millions, plus les illégaux, donc, dont en plus 10 ou 15% de la population n'est pas française, elle est hostile, elle a une autre culture, elle attend son moment pour prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. C'est impossible, c'est foutu. Et l'exemple français est juste peut-être un des pires, mais on peut dire la même chose de la Belgique, proportion, à des proportions plus petites. Euh, mais relativement tout aussi grande. On a un problème, alors culture différente, l'Angleterre aussi, c'est un pays avec des immenses problèmes. L'Allemagne est en train de pourrir aussi comme le reste. L'Italie a des problèmes économiques. Ils ont eu leur sursaut avec Salvini qui reviendra, hein, ils reviendront. Il reste l'Europe de l'Est qui nous donne un peu d'espoir. L'Espagne, elle est aussi dans des problèmes. Enfin, partout, les États-Unis, comme je l'ai dit, ils sont au bord de l'éclatement. Enfin, c'est un truc hallucinant. Nous y sommes, les amis, nous y sommes. Et donc, je reste convaincu que notre solution de nous retirer, de n'être pas fauteur de bordel, de ne pas, enfin, attirer l'attention sur nous. D'ailleurs, vous voyez, ils ont essayé de dire,
d'assimiler le survivalisme à l'ultra-droite, tout ça, mais ça n'a pas tenu, parce que on le voit bien que nous, on fait nos jardins, on fait nos permacultures, alors, après, contrairement à certains, nous, en plus, on sait se défendre, et on a un réseau, et on commence à avoir des réseaux d'amitié, d'entraide, qui, nous aussi, se développent. Et on protégera hein, les permaculteurs qui sont dans nos villages et dans notre contrée, bien sûr, parce qu'on va mettre en place un système de défense. Et peut-être que les permaculteurs ont intérêt à se mettre en contact avec nous pour créer des liens. Euh, Bref, à mon avis, nous y sommes. Alors, est-ce que je me suis trompé? Moi, je crois pas. Je crois qu'en 10 ans, alors ensuite, je fais cet exercice annuel de dire, voilà, en 2000, l'année suivante, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des années où je dis, je crains qu'il va y avoir un petit crash financier cette année. Finalement, j'avais prévu qu'en 2017, il y allait y avoir des soubresauts en bourse. Finalement, les soubresauts sont arrivés en 2018. J'avais prévu que 2019 allait être tranquille, ça a été le cas. Je pense que 2020 dans ce modèle-là va être tranquille, mais que nous allons avoir la gronde sociale qui va augmenter, mais elle ne sera pas suffisante pour capoter le système. Je pense qu'en revanche, 2021, là, ça commence à être vraiment chaud. Mais enfin, après, si ça se trouve, demain matin, il y a la guerre avec l'Iran, et là, tout part en couille. Mais Trump va être réélu, sauf immense accident, assassinat ou autre, mais je ne crois pas. S'il voulait l'assassiner, ça aurait déjà été fait. D'autant qu'il fait pas... Il ralentit un peu le plan des oligarques et du nouvel ordre mondial, mais il ne l'inverse pas du tout pour l'instant. Donc, si on avait eu à Hillary, on aurait déjà été en guerre, mais en guerre nucléaire, on serait tous à moitié irradiés, moitié morts. Donc, Trump nous a fait gagner 4 ans, en tout cas. Donc, tant mieux. Et je pense qu'il sera réélu parce qu'en face, il n'y a personne. Et puis, il y a encore cette présence, cette démographie qui peut aller dans son sens, mais c'est bientôt la fin. Donc, nous vivons les derniers euh, nous vivons la dernière année ou les dernières années du monde occidental. C'est assez fascinant quand on y pense. Nous avons vu la fin de l'Union soviétique, le fin du modèle socialiste, et il est revenu, c'est toujours les mêmes hein, derrière, c'est les mêmes banques, les mêmes financiers qui financent ces trucs. Eh bien, maintenant, il est revenu, il a été tué à l'Est, peut-être l'anthropologie au bout d'un moment, et puis de toute façon, ça ne marche pas, et il est en train de revenir. Et en attendant, vous avez l'Asie, les Chinois, d'une certaine manière les Japonais, qui eux sont ethniquement homogènes, qui nous regardent d'un air effaré et qui doivent se poser la question en disant putain, quand ces mecs vont tous crever, parce qu'ils vont partir en couille, en truc, ok, on est alliés avec les Russes, on va faire du business avec l'Europe de l'Est, il n'y aura plus les États-Unis dans les pattes, on va pouvoir piller, exterminer l'Afrique pour prendre les ressources, ok, mais à qui on va vendre notre bordel? Parce que les Indiens, les Chinois, c'est des marchés intérieurs gigantesques, certes, mais bon, il va falloir qu'eux aussi se contractent, un petit peu en tout cas. Et donc je pense que le... si on n'a pas un effondrement global, je dirais, si un effondrement, je dirais, il y a 50% de chances qu'il ne soit pas global tout de suite. Il va d'abord emporter l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Europe de l'Ouest, avec plus ou moins de dégâts, plus ou moins de succès, plus ou moins de ravages d'un pays à l'autre. Et ensuite, nous allons avoir un monde qui se réorganise autour de la Chine en tant que cœur économique et industriel et financier. Et puis, les sujets, donc les pays assujettis, qui vont être le Moyen-Orient et tous les pays africains, et d'une certaine manière l'Amérique latine, qui seront des sources, et en fait l'Australie et toute l'Océanie, qui vont apporter des ressources à la Chine. Et vous allez avoir des pôles technologiques qui seront des pôles japonais ou russo-Europe de l'Est, où vont se réfugier énormément de rescapés du chaos de l'Europe de l'Ouest. J'écris des livres de fiction sur ça. Ils sont à l'ébauche, donc peut-être un jour je les sortirai. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que le monde voilà, bascule. Et nous allons voir les transgenres et les gauchistes non genrés faire face aux enfants soldats africains devenus adultes. Ça va être sportif, les mecs. Voilà. Sans haine et sans malveillance de ma part. Bref, voilà, c'est quand même. Moi, je médite souvent, vous savez, je fais un peu de méditation, peut-être pas tous les matins, mais j'essaie de le faire tous les matins. Et, euh, et parfois, il m'arrive, je prends un sujet, je réfléchis,
Et nous avons une chance incroyable. Nous allons pas nous faire chier. Nous allons vivre la fin d'un empire, la fin d'une civilisation. Enfin, et nous allons être ceux qui vont transmettre une partie j'espère, ce qui était bien de cette civilisation à la prochaine, quelle qu'elle soit. Et nous allons être la diaspora, euh, nous autres Européens de l'Ouest, lorsque nous serons, soit nous aurons tenu le coup dans nos pays et que nous allons repeupler et nettoyer ce qui reste ravagé, soit après nous être recueillis dans nos bannes, nous allons revenir, nous allons recréer un monde nouveau. Ça, je l'écrivais dans la conclusion de mon premier bouquin, et que par définition, pour créer un autre monde nouveau, il faut être vivant, et donc il faut survivre, et donc toute cette préparation, elle a du sens. Alors, je reviens encore et je relativise. Attention, avant de s'imaginer Alexandre le Grand ou Guillaume le Conquérant du futur, avant d'être John Connor, il faut commencer à avoir votre petit extincteur chez vous, parce que le risque, le principal, c'est l'incendie. Il faut avoir un kit de premiers soins dans votre bagnole et chez vous pour les petits bobos, pour les accidents. Avant de vous rêver le nouveau Gengis Khan vengeur, pensez à avoir les compétences de peut-être du petit potager, réfléchissez à l'eau, réfléchissez à tout ce que j'explique dans Survivre, des 7 points. Est-ce que vous avez de quoi générer un tout petit peu d'énergie, un tout petit peu d'électricité, vous chauffer? Est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour agir? Parce que Gengis Khan, il savait faire plein de choses. Hein. Il savait chevaucher à cheval, il savait fabriquer des pyramides, il faisait plein de trucs. Donc est-ce que vous savez fabriquer des pyramides? Après, il faut choisir la matière, hein, c'est sûr. Mais oui, à part ça, dans l'avenir, il va falloir parler comme ça, par euphémisme, par un truc caché. Parce que là, si vous dites, moi je suis en train d'apprendre à fabriquer des pyramides, personne ne peut vous censurer. En tout cas, difficilement, parce que tu dis, ah, mais non, moi j'essaie de construire des pyramides. Mais celui qui sait l'histoire, celui qui comprend, il sait de quoi étaient faites les pyramides que fabriquait, que constituait Gengis Khan lorsqu'il avait conquis une ville qui ne s'était pas rendue tout de suite. Allez voir les livres d'histoire, si vous ne savez pas de quoi je parle. Bref, on va falloir parler de choses comme ça. Mais putain, où est-ce qu'on en est? Je veux dire, aujourd'hui, le seul moyen d'avoir une émission radio rigolote, c'est d'écouter Démocratie participative. Alors, c'est des comiques qui sont super drôles, etc. Mais parfois, je me pose la question, je dis, mais est-ce qu'ils sont pas seulement comiques? Et genre, voilà où on en est arrivé. C'est-à-dire que euh, des émissions comme ça, c'est devenu le Voice of America, pour ceux qui connaissaient ceux qui ont connu les années 80, de notre époque. À l'époque, Voice of America, c'était une émission radio qui transmettait sur les pays de l'Est, la Russie, des messages culturels chrétiens et de la musique rock qui étaient considérés subversifs par les communistes. Aujourd'hui, nous sommes obligés de trouver des trucs comme ça pour trouver rigolo. Et bien sûr, alors dans une moindre mesure, et peut-être plus sérieux, nous avons Russia Today. Mais quand j'étais gamin, la Russie faisait partie de l'Empire du Mal. Aujourd'hui, c'est nous l'Empire du Mal, et on doit écouter les médias russes pour trouver de l'information raisonnable. On est dans un monde de fous, mais c'est quelque part extrêmement excitant, parce que il faut de toute façon voir des choses comme ça, parce que sinon tu déprimes, sinon t'es mal. Mais pour vous autres, les jeunes, qui n'avaient pas connu un monde libre, pour vous qui n'avez pas connu un monde où on pouvait dire ce qu'on voulait, où on pouvait rigoler de tout, etc., j'ai envie de vous dire en avant Guingamp, mais putain, vous allez vivre des trucs super excitants, et donc il faut vous préparer, parce que euh, il va y avoir des petites secondes, des petites minutes un peu chaudes, quoi. Parce qu'en fait, vous savez, ça c'est quelque chose que quand on étudie l'histoire, on voit toujours, c'est que même les guerres les plus terribles, etc., en fait, et même la guerre en général, les soldats le savent, hein, vous êtes nombreux à me regarder dans les forces militaires, vous le savez, en fait, même pendant la guerre, il se passe peu de choses. Mais quand ça se passe, c'est intense, c'est très intense. Et c'est là où il faut toute votre formation, toute votre préparation mentale, physique, compétences et autres, eh bien, rentre en compte, et c'est ça là où ça fait la différence, en plus de la chance, évidemment, et c'est là où ça fait la différence entre t'es vivant ou t'es mort après. Et t'es vivant en bonne santé ou déglingué. Ça aussi, c'est important. Le livre sur la peur, c'est pour ça que je l'écris. C'est pour pas que vous soyez déglingué maintenant et après. Bref, parce que les moments flippants, il va y en avoir. Et donc,
le... c'est ces moments-là qui sont les moments chauds. Mais le reste du temps, il se passe rien. Pas... Soit vous êtes en train d'essayer de trouver à bouffer parce que vous n'avez rien préparé et que vous êtes super démunis et que putain de l'eau à boire, que vous me chauffez. Mais si vous avez préparé le truc, ça va se passer, ça. C'est pas un problème. En revanche, les moments de flip, c'est-à-dire les 3-4 mecs qui débarquent chez toi, et c'est maintenant que tu dois gérer, et pas dans 10 minutes, et pas dans il y a 5 minutes, c'est maintenant. C'est 3 heures du matin, t'es dans ton lit, t'es à poil ou en pyjama, euh, t'as oublié de préparer, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des mecs qui rentrent chez toi, qu'est-ce que tu fais? T'es prêt, t'es pas prêt, t'es formé, t'es pas formé, t'as la présence d'esprit de le faire, tu sais gérer tes émotions, tu sais gérer tes battements par minute, tu sais gérer ta respiration, tu sais gérer tes pensées, tu sais gérer tes outils, tu sais gérer les conséquences de ce que tu vas faire. Tout ça, ce sont les secondes et les minutes importantes sur lesquelles il faut se préparer maintenant aussi. Encore une fois, on commence l'extincteur, le kit de premier secours, tout ça on l'explique dans Rue Barbare, tout ça il va être aussi republié, vous en faites pas, etc. Donc, euh, gros travail devant nous, devant vous, et, euh, et, et voilà. Donc, quoi dire sur 2020? Je pense que ça va être peut-être la dernière année où on peut se préparer avec sérénité. Donc, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Euh, mais on a peu de temps. Franchement, on a peu de temps. J'aimerais bien vous dire, voilà, je vous ai dit 2020-2022 pour comme ça, pour vous. Mais en fait, c'est bon, on a encore le temps. Allez-y. Non, je crois qu'on a plus beaucoup de temps. Donc voilà. Sinon, je vous laisse encore avec deux petits messages. Tout d'abord, si vous voulez en savoir plus, je vais mettre de plus en plus de vidéos sur Patreon et pas sur les réseaux sociaux habituels. Donc je suis désolé, il va falloir payer un franc, 1 euro, 1 dollar par mois pour pouvoir accéder à ce contenu, mais c'est comme ça. Ce contenu est moins censuré, évidemment, j'ai moins d'autocensure. Je vous encourage à partager mon travail, mes vidéos. Dès que mes livres ressortent, offrez-en, faites-le savoir à vos amis, partagez les informations au maximum, et parce que bientôt ce sera que sous le manteau que ça va pouvoir se faire. En tout cas, il y a un risque de ça. Donc, vous savez, Amazon a déjà censuré des auteurs. Donc, en fait, on a vraiment une novlangue et une censure. On va essayer d'effacer des individus et même on va effacer l'histoire. Bon, ça a déjà été fait. On modifie l'histoire pour aller dans le sens de la narration en espérant que la plupart des gens suivent. Les gens se réveillent, hein, bien sûr, parce que quand tu as faim et quand des frigos commencent à être vides, tu te réveilles. Mais enfin, il y a cette tentative. Donc, il y a ces deux trajectoires qui, vous savez, c'est un flag en bourse quand tu fais l'analyse, voilà, plutôt comme ça, pour vous, c'est à l'inverse. Il y a des oscillations, mais il y a deux idéologies, deux tendances, et puis en même temps, il y a un réveil, qui monte, qui monte, qui monte, et donc à un moment, il y a intersection, et là, ça peut péter. Et je pense qu'on est très proche de ce moment, tant pour les ressources et les énergies, tant pour la société. Donc on a la tempête parfaite, the perfect storm, dans lequel on est. Les relations hommes-femmes ne marchent plus, enfin, la liste est longue, tout ça, je mettrai dans ce nouveau chapitre. Et, et donc, je vous encourage à partager le travail que je fais, partager aussi le travail que font beaucoup d'autres personnes. Allez voir les amis Vol West, etc. Partager, partager, partager. Chacun a son style. Michel Drac, chacun d'entre nous a son style, a sa personnalité. Mais en fait, même aller voir les collapsologues, etc. On a tous une approche qui touche plus ou moins, qui interpelle plus ou moins des personnalités différentes. Mais en fait, on va tous dans le même sens. On va dans le sens de vous dire préparez-vous parce que le futur ne va pas être facile. Et, euh, et, et vous savez, je dis toujours, j'espère que je me trompe, mais là je sais que je me trompe plus. On est dedans, quoi. Donc préparez-vous, faites-le savoir autour de vous, soyez vigilants, faites gaffe à vous, faites gaffe à la censure, essayez de tirer le maximum de ce système pourri tant qu'il est encore vivant, piquer le maximum d'allocs, de pognon, de tout ce que vous pouvez, et utilisez-les à bon escient dans vos préparatifs. Bon escient, ça me fait toujours penser à une blague, je vais vous laisser sur ça. La blague, c'est le garçon qui va voir sa maman et qui lui dit maman, s'il te plaît, donne-moi quelques sous, j'ai envie d'aller acheter des bonbons à l'épicerie. Alors la mère lui dit bon, mais t'es sûr que tu vas pas dépenser ça n'importe comment? Et le garçon dit non, non, ne t'en fais pas, je vais dépenser cet argent avec parcimonie et bon escient. Alors la mère lui donne les sous, lui dit très bien, ça va avec l'italien, mais méfie-toi de l'arménien. Petite blague un peu conne,
mais elle est rigolote. Et je sais que le lobby arménien ne va pas s'offusquer parce qu'ils sont intelligents et parce qu'ils n'ont pas d'objectif de domination, parce que c'est des gens sympas. Bref, elle était moyenne, mais c'est pas grave. Encore une fois, bonne année, tous mes voeux, j'espère que tout se passera bien pour vous, et surtout, ben, préparez-vous et prenez bien soin de vous, et de vos familles, et de vos proches, et de votre tribu. À très bientôt, préparez-vous, et on se reverra en 2020. Ciao.